Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder un sujet un peu différent de celui dont vous avez l'habitude, à savoir le communautarisme européen. Ce qui m'a poussé à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est à la fois l'intérêt que certains d'entre vous m'ont manifesté pour ce sujet, et notamment dans l'émission Discord que nous avions réalisée le mois passé, mais aussi ce qui m'a poussé, c'est la réaction de découragement que beaucoup de gens ont eu après les résultats de l'élection présidentielle française, et ce, dès les résultats du premier tour en fait. Car en effet, tous ceux qui mettaient beaucoup d'espoir dans cette échéance électorale se retrouvent aujourd'hui quelque peu démunis ou désœuvrés. Or, il est vraiment important de ne pas céder aux sirènes du désespoir et de faire, à notre échelle, ce qui doit être fait pour la défense et la préservation de la civilisation européenne. Le livre dont je vais parler aujourd'hui n'est pas un ouvrage d'une grande complexité théorique ou spéculative. Il s'agit bien plutôt d'un livre aux ambitions pratiques et même pragmatiques. Il s'agit de Bâtir le foyer blanc d'Arthur Kemp. Alors, cela ne signifie pas que ce livre ne s'appuie pas sur une certaine vision du monde, bien évidemment. Nous verrons dans cette vidéo quelles sont les prémices ou les présupposés idéologiques et philosophiques à ce discours. Mais ce qui m'intéresse, c'est bien plutôt les conséquences pratiques, à savoir quel est le plan d'action qu'Arthur Kemp propose aux Européens. Je suis personnellement un peu surpris que ce livre ne soit pas plus connu. Cela tient sans doute à plusieurs raisons, à commencer par le fait qu'Arthur Kemp lui-même n'était pas européen au sens strict, je veux dire par là qu'il n'est pas né en Europe, et qu'il se rattache même à ce courant anglo-saxon et américain qu'on appelle l'ethno-nationalisme, et qu'on regarde généralement avec un certain mépris sur notre continent. Aussi, la proposition d'Arthur Kemp apparaît-elle peut-être trop simple à nous autres qui aimons généralement complexifier tout à outrance. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient les raisons de cette relative ignorance, je propose que nous nous penchions aujourd'hui sur cet ouvrage qui, même s'il n'est peut-être pas entièrement satisfaisant, vous me direz ce que vous en pensez, cet ouvrage offre néanmoins de nombreuses perspectives intéressantes d'un point de vue militant. Mais commençons tout d'abord par un petit mot sur l'auteur pour le situer. Arthur Kemp appartient à ce courant politique qu'on peut appeler l'ethno-nationalisme, disais-je, ou nationalisme ethnique, par opposition à ce qu'on appelle le nationalisme civique. En quelques mots, le nationalisme ethnique fonde l'appartenance à la nation sur l'ascendance ou l'hérédité, souvent exprimée en termes de sang commun ou de parenté, plutôt que sur l'appartenance politique et civique. Et c'est en tant que théoricien de ce courant de pensée que nous nous penchons sur lui aujourd'hui. Quand je disais qu'Arthur Kemp n'est pas un Européen, c'est au sens où c'est un Européen des marches, pourrait-on dire. Arthur Kemp est né en 1962 d'un père britannique et d'une mère néerlandaise dans la colonie britannique de Rhodésie du Sud, l'actuel Zimbabwe. Ensuite, il a grandi en Afrique du Sud, où il a vécu jusqu'en 1996. Ayant grandi en Afrique du Sud, Arthur Kemp possède une expérience et un point de vue sur les questions ethniques quelque peu différent du nôtre. Bien qu'engagé dans la politique de son pays d'accueil, Arthur Kemp ne soutenait pas pour autant le système de l'apartheid, qu'il a vivement critiqué dans ses livres ultérieurs. Sa position était plutôt celle d'un séparatiste afrikaneur basé sur la non-domination des autres peuples, comme c'est détaillé dans son livre « Le mensonge de l'apartheid ». Il quitte ensuite l'Afrique du Sud et s'installe définitivement au Royaume-Uni. De là, il observe avec crainte ce qu'il analyse comme une subversion migratoire incommensurable des pays européens. Sa crainte est qu'en raison de la présente évolution de la démographie européenne, les Européens deviennent petit à petit une minorité dans leur propre pays. En raison de ce constat et voyant que les partis politiques traditionnels ont été jusqu'à présent incapables d'arrêter la vague migratoire, Arthur Kemp propose de poursuivre une toute autre approche qu'il explique dans son livre de 2013, Bâtir le foyer blanc, dont nous allons parler aujourd'hui. Si j'ai choisi de parler de ce livre, c'est parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les propos d'Arthur Kemp sont extrêmement mesurés. Ce dernier ne sombre jamais dans la caricature, et il a le mérite de proposer une ligne de conduite concrète, une stratégie de survie pour les Européens comme il le dit. Le livre de Kemp est radical sans être extrémiste, c'est-à-dire sans être caricatural. Évidemment, ce livre ne s'adresse pas vraiment à tout le monde. Comme le précise son auteur dès le début du livre, si le lecteur ouvre ce livre en se demandant pourquoi les Européens auraient besoin d'une stratégie de survie ou pourquoi faudrait-il défendre les Européens, il peut d'emblée reposer le livre, ce dernier ne s'adresse pas à lui. Ce livre, dit Kemp, s'adresse aux hommes de bonne volonté qui ont conscience qu'il est important de préserver la diversité des peuples sur Terre et qui reconnaissent que, de toutes les races humaines, seuls les Européens sont menacés collectivement de disparition. Il n'y a pas de danger de disparition pour les Indiens, pour les Africains, ni pour les Chinois. Cela ne concerne que les Européens. Tel est le constat qu'il pose dans l'introduction de son ouvrage.
Comment se fait-il que seuls les Européens soient ainsi menacés, demande-t-il. Qu'est-ce qui les distingue donc des autres peuples sur lesquels ne pèse aucune menace d'extinction de ce genre? La réponse est simple et évidente. Cela s'explique parce que tous les autres peuples de la Terre disposent de foyers ou de sanctuaires territoriaux où ils peuvent préserver leur intégrité raciale et leur identité, quoi qu'il se passe ailleurs dans le monde. Peu importe que le processus de métissage se produise ailleurs, la Chine restera toujours chinoise, le Japon japonais et l'Afrique africaine. Pourquoi, par conséquent, n'y a-t-il pas un sanctuaire européen où les Européens soient majoritaires et où ils possèdent le droit inaliénable de sauvegarder leur intégrité raciale et leur identité? C'est à ceux qui perçoivent l'imminence de la menace que s'adresse ce livre. Les Européens ont besoin d'un sanctuaire, d'un foyer, comme tous les autres peuples. Voyons maintenant le fond de l'ouvrage. Il faut d'abord poser comme prémisse, comme axiome à notre discours, celui-ci, dit Kemp. Les nations, les peuples et les cultures possèdent tous le droit incontestable d'exister. L'incroyable diversité humaine que nous constatons sur Terre est l'aboutissement d'une évolution plurimillénaire. Chaque culture, chaque peuple s'est développé selon ses propres critères et ses propres normes, donnant naissance à des civilisations uniques et distinctes qui sont leurs reflets. Personne ne possède le droit de dénier à un autre individu, à un autre peuple, à une autre race ou à une autre culture, le droit d'être ce qu'il est, ni celui de vouloir conserver son identité propre. Les Européens ont le droit d'exister, tout comme n'importe quel autre peuple sur la Terre. Cela n'a rien d'une assertion violente, irrationnelle ou extrémiste. En effet, il ne viendrait à personne l'idée de contester aux Chinois, aux Japonais ou aux Africains le droit de continuer à exister en tant que groupe distinct. Il est donc logique que ce même droit ne soit pas contesté pour les Européens. Et pourtant, c'est bien ce que certains font aujourd'hui au nom d'un esprit pseudo-décolonial, par esprit de revanche, par hypocrisie ou par simple ethnomasochisme. Et il ne faut en rien céder face à leur rhétorique fallacieuse. Car il existe un droit moral et un droit légal à l'autodétermination. Les pays du tiers-monde ont d'ailleurs utilisé ce droit contre la domination du premier monde. Mais si ce droit est valable pour les peuples du tiers-monde, il est valable universellement et donc aussi pour les Européens. Si les Européens avaient tort d'agir comme ils l'ont fait en Afrique, les Africains ont aussi tort de nos jours d'agir ainsi en Europe. Tous les peuples de la Terre possèdent le droit inaliénable de disposer d'eux-mêmes sur leur propre terre. L'autodétermination des peuples consiste à disposer de soi-même et de son propre territoire comme on l'entend. Précisons d'ailleurs quelque chose pour devancer une des critiques les plus hypocrites qu'on entend de nos jours quand on parle de l'autodétermination des Européens. L'autodétermination, rappelle Kemp, est le contraire du suprématisme. L'exigence d'autodétermination ou d'autogouvernement sur son propre territoire exclut la notion de suprématie raciale et politique sur d'autres peuples. Les partisans du suprémacisme cherchent à affirmer leur domination sur d'autres peuples et les dominer, alors que les partisans de l'autodétermination ne cherchent pas à dominer les autres. Il faut être particulièrement malhonnête pour amalgamer l'une et l'autre notion. Pour illustrer ce que pourrait être une politique d'autodétermination, Arthur Kemp prend l'exemple de l'Inde. Durant des siècles, en effet, les peuples de l'Inde furent soumis à l'autorité coloniale britannique. Quoi qu'on pense de l'apport ou non des Britanniques, les Indiens possédaient en dernière instance le droit de disposer d'eux-mêmes et de diriger seuls leurs propres affaires. Les Indiens ont donc pris très légitimement des mesures pour s'assurer que l'Inde demeure indienne. Et l'une de ces mesures consiste en ce qu'on peut appeler un système d'immigration avec carte PIO, c'est-à-dire Persons of Indian Origin. En 2014, l'Inde du président Narendra Modi a apporté des modifications et c'est maintenant la carte OCI, Overseas Citizenship of India. Selon ce système, un visa de ce genre est attribué aux personnes d'origine indienne, cette origine étant définie en fonction de leur naissance ou celle de leurs parents ou grands-parents. Cela signifie très concrètement qu'un Indien né en Grande-Bretagne peut demander et obtenir la citoyenneté indienne même si lui-même ou ses parents n'ont jamais vu l'Inde de leur vie. En d'autres termes, la loi indienne sur l'immigration est spécialement conçue pour s'assurer que l'Inde demeure racialement homogène puisqu'elle n'accorde la résidence permanente qu'aux individus d'origine indienne. De ce fait, l'Inde demeure un sanctuaire pour tous les Indiens vivant dans le monde entier. Va-t-on accuser l'Inde de suprémacisme pour autant ? Non, et pour la bonne raison que constituer un État ethnique est en fait un droit universel et n'est en rien quelque chose d'inhabituel. Le Japon, la Chine, l'Inde, la plupart des États d'Afrique subsaharienne ou du Moyen-Orient sont des ethno-États, qui disposent, à des degrés divers bien sûr, d'une législation destinée à assurer le maintien de leur homogénéité.
Ainsi, de la même manière, les peuples européens possèdent le droit de préserver leur identité et d'assurer leur survie. L'indignation serait générale, écrit Arthur Kemp, s'il apparaissait par exemple qu'en Inde, les Indiens étaient sur le point de disparaître et d'être supplantés par des Chinois. Cependant, pour une mystérieuse raison, personne ne dit quoi que ce soit lorsque ce sont les Européens qui sont sur le point de disparaître. Mais pourquoi, peut-on se demander, est-ce si important de défendre le substrat ethnique de son peuple? La réponse est assez simple pour Arthur Kemp. La pérennité d'une culture, dit-il, dépend de la pérennité de son peuple fondateur. Sur tout territoire, la population qui constitue la société autochtone crée une culture qui lui est consubstantielle, car toute société n'est que le reflet de la population qui vit sur le dit territoire. La civilisation et ses institutions sont le reflet de l'âme du peuple qui les porte, comme dirait Gustave Le Bon. Chaque culture est indissociable du groupe qui l'a créée. Ce sont les Chinois, par exemple, qui ont créé la civilisation chinoise. Et il s'ensuit très simplement que cette culture s'éteindrait si les Chinois venaient à disparaître. Prenons un exemple historique très concret. Avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, les Amérindiens vivaient là depuis des millénaires et c'était leur culture qui s'était imposée sur le continent. La culture qui prédominait en Amérique du Nord, en d'autres mots, traduisait le fait que la majorité des gens qui vivaient là étaient des Amérindiens. Or, après l'an 1500 environ, ce continent s'est rempli d'immigrants blancs venus d'Europe. Ces nouveaux venus ont évincé les Amérindiens et sont devenus à leur place la population dominante de ce continent. Alors que la culture amérindienne avait prédominé durant des milliers d'années, écrit Arthur Kemp, il ne fallut que quelques siècles à la civilisation blanche et européenne pour lui ravir la première place. Ce changement reflétait le fait que la majorité des habitants de l'Amérique du Nord se composait désormais d'Européens blancs, et la civilisation amérindienne a pour ainsi dire disparu. En Amérique du Nord, la civilisation amérindienne est tombée parce que la population avait changé. Et on ne peut pas dire que la culture amérindienne soit encore présente d'une certaine façon aux États-Unis, ou que les Américains se soient imprégnés de leur esprit. Non. Ne s'étant pas mélangés à eux, ils n'ont rien gardé de leur culture. Une civilisation, peu importe qu'elle soit blanche, noire ou asiatique, se maintient donc ou tombe en fonction de l'homogénéité de sa population, conclut Arthur Kemp. Dès qu'une société perd son homogénéité, la nature de cette société évolue pour refléter la composition de la nouvelle population. L'histoire regorge malheureusement de ce genre d'exemples. La conclusion est donc évidente en elle-même. Si les pays européens subissent un changement démographique qui voit leur population remplacée, alors la culture dominante de ces nations va forcément et inévitablement finir par refléter la culture de la nouvelle majorité. Ce qui est en jeu est donc rien moins que la survie de l'Europe comme civilisation et celle des Européens. Pour comprendre pourquoi les Européens sont confrontés pour la première fois dans leur existence à cette menace civilisationnelle et démographique, il est important maintenant de se forger une vision d'ensemble. Jusqu'au XVe siècle, grosso modo, c'est l'Europe qui fut menacée et assiégée de toutes parts. On peut penser à l'invasion des Maures par le sud en Espagne, par les Mongols à l'est, par les Ottomans par le sud-est, etc. Néanmoins, la situation mondiale s'inversa à partir de la Renaissance et le début des grandes découvertes. À partir de l'an 1400 environ, les Européens se lancèrent dans l'exploration du Nouveau Monde, ce qui entraîna progressivement la colonisation de la plus grande partie du monde par les Européens. Comme le dirait Robert Stuckers, l'Europe s'est désenclavée, et ce faisant, elle s'est projetée sur le reste du monde. À tel point que vers la fin du XIXe siècle, la majorité du globe se trouvait maintenant sous domination des Européens. Cette domination laissa penser aux Européens que cet état de choses allait durer indéfiniment. Il ne leur venait pas à l'esprit que tout cet édifice colonial était artificiel. Pourtant, ce grand château de cartes s'est effondré peu après les guerres meurtrières que les Européens se sont livrées entre eux au XXe siècle. La décolonisation commença, mais cette décolonisation, dit Arthur Kemp, fut immédiatement suivie de la recolonisation de l'Europe cette fois. L'immigration en provenance des pays du tiers-monde vers l'Europe n'a cessé de croître depuis lors. La quasi-totalité des pays d'origine européenne sont touchés par ce phénomène de subversion migratoire. Les pays d'Europe de l'Ouest en particulier, Belgique, France, Pays-Bas, Angleterre, Allemagne, les États-Unis par les populations d'Amérique latine, mais aussi, bien qu'à une moindre échelle pour le moment, la Fédération de Russie par ses anciennes républiques musulmanes d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, etc. Les seuls pays qui échappent encore à cette subversion et qui contredisent le pessimisme d'Arthur Kemp, reconnaît-il lui-même, sont les pays d'Europe centrale, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Pologne,
et d'Europe de l'Est, Ukraine, Bélarus, Moldavie. Comment les Européens peuvent-ils réagir alors? La première voie qui s'offre à nous est bien évidemment la voie démocratique et participative. Mais cette participation au jeu démocratique peut-elle réussir selon Kemp? Pour répondre à la question, il faut tenir compte de deux facteurs importants, dit-il. Le premier, c'est la substitution de population en cours qui s'opère au sein des territoires européens, et le second, c'est le strict contrôle qu'exercent sur le processus démocratique de puissants lobbies et groupes d'intérêt. Le remplacement donc tout d'abord. Plus le temps passe et plus la subversion migratoire prend de l'ampleur, moins les peuples autochtones auront de chances de gagner au suffrage électoral. Prenons un exemple concret, dit-il. En 2012, plus de 60% des Américains d'origine européenne ont voté pour Mitt Romney, le candidat républicain. Et pourtant, le fait qu'une majorité d'Euro-Américains ait voté pour ce candidat ne l'a pas empêché de perdre. Ce n'est donc plus suffisant aujourd'hui pour gagner les élections américaines. De plus, alors que les Européens n'ont pas l'habitude de raisonner en termes ethniques, préférant voter en fonction de leur classe sociale ou de leurs avantages économiques, les extra-européens, eux, considèrent le vote ethnique comme parfaitement justifié et normal. Cette certitude mathématique ne fera qu'augmenter au cours de la décennie qui vient et qui suivra, remarque Arthur Kemp. Le second point maintenant, l'importance des lobbies. De nombreux groupes de pression sont organisés dans la société et brident la liberté d'expression au point qu'il devient difficile d'aborder ces sujets sans subir les foudres du politiquement correct et voir nos idées criminalisées. Or, comment affronter réellement un problème de cette ampleur quand on ne peut pas en parler? Toutefois, il ne faut pas prêter à ces lobbies plus de puissance qu'ils n'en ont. S'ils peuvent à ce point brider la liberté d'expression, c'est d'abord et avant tout parce que la majorité de la population elle-même est d'accord avec le politiquement correct ambiant et a intégré l'idée que leur survie n'est pas si importante que ça. Cela étant dit, cela vaut-il la peine de continuer à jouer le jeu de la participation démocratique? Oui, répond néanmoins Arthur Kemp sans hésiter. En raison des facteurs que nous venons d'évoquer, il est vrai que nos chances de l'emporter par cette voie est mince. Mais le pragmatisme nous enjoint toutefois à ne pas négliger cette option. Cette activité n'a rien d'inutile, au contraire. Il est même indispensable que des partis et des mouvements politiques modernes, à la fois ethno-nationalistes et non suprématistes, renforcent leur activité et leur participation, et ce, pour au moins deux raisons. Cela demeure tout d'abord le meilleur moyen et le plus pratique de diffuser ce message ethno-nationaliste, ce qui est chose vitale. Et deuxième point, ensuite, il se peut qu'une ou plusieurs de ces tentatives de prendre le pouvoir aboutissent néanmoins et puissent mettre un jour un terme à la crise démographique. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise ou d'un imprévu dans l'histoire, et c'est pourquoi il ne faut surtout pas négliger une action aussi importante. Le pragmatisme est de mise, et l'heure est bien trop grave pour jouer aux puristes. Aussi, Arthur Kemp tient véritablement à mettre en garde ses lecteurs à ne pas tomber dans le piège de ce qu'il nomme la nécrophilie politique, qui consiste à se réclamer des mouvements politiques passés qui ne peuvent que susciter dégoût et répulsion aujourd'hui par un stupide esprit de contestation. Il n'y a rien de politique dans cette attitude. Julien Freund parlerait d'attitude impolitique même. Toutefois, s'il ne faut absolument pas négliger le combat strictement politique et électoral, il serait insensé de se reposer exclusivement dessus. Il serait tout aussi peu sensé, ajoute-t-il, d'attendre et d'espérer un effondrement économique qui motiverait les gens. Il faut envisager trois options. La première, comme je l'ai dit, continuer aussi longtemps que possible à mener une activité politique publique destinée avant tout à éveiller nos compatriotes du danger que connaît notre civilisation. Deuxièmement, commencer à créer des communautés européennes autonomes dans tous les pays et toutes les régions où il est concrètement possible de le faire. Et troisièmement, créer un ou plusieurs États ethniques qui offriront un refuge aux Européens. Ce programme peut paraître maigre au vu des circonstances, mais il faut regarder les choses froidement, et c'est ce que le livre de Kemp nous incite à faire. Nous venons après 60 ans au moins d'échecs. Le réalisme est donc de mise. Les raisons de cet échec sont multiples, bien entendu. On peut parler d'une propagande de faible qualité de notre part, d'une direction inefficace des différents mouvements de défense européenne, d'une incapacité à hiérarchiser les sujets par ordre d'importance, avec une propension à se perdre dans des questions qui ne peuvent que rebuter les gens lambda, ou encore bien sûr une propagande hostile extrêmement efficace diffusée en masse contre nous par les médias de la gauche. On pourrait trouver une bonne dizaine d'autres raisons, mais compte tenu de la situation, ces arguties sont devenues toutes théoriques, dit-il. Pour des raisons multiples, il n'a pas été possible de toucher à temps la majorité des Européens et de les convaincre de voter pour des partis défendant leurs propres intérêts.
Et plus le temps passe et plus l'évolution démographique ira dans le sens des populations extra-européennes, et plus ils deviendront impuissants électoralement. Il faut donc se rendre à l'évidence, dit Arthur Kemp. Il ne faut plus concentrer nos efforts dans le but de convaincre tous les Européens. Il faut accepter l'idée que nous ne pourrons pas les gagner tous à notre cause et nous concentrer sur les autres, sur des minorités d'Européens conscients des dangers. C'est seulement en franchissant ce Rubicon mental que l'on peut accepter le projet de construire progressivement des ethno-États. Il n'y a rien d'étrange ni d'extrémiste dans le fait qu'un territoire indigène soit destiné à protéger un groupe ethnique particulier. C'est même le seul moyen de préserver l'identité des peuples. De même que l'on défend généralement en Occident le droit des Tibétains à posséder leur propre territoire, hors de la domination des Chinois Han, la constitution d'un sanctuaire européen est moralement, juridiquement et historiquement justifiée. Et c'est sur cette base qu'il faut maintenant envisager l'avenir. Arthur Kemp donne donc deux exemples à suivre pour nous inspirer, Orania et Israël. L'Afrique du Sud, tout d'abord, peut servir de laboratoire, écrit-il, pour savoir à quoi ressemblera l'avenir de l'Europe occidentale, de l'Amérique du Nord et des autres contrées, alors qu'un inévitable changement racial de la population menace ces régions. Désormais réduits au statut de minorité, les Afrikaners, les Blancs d'Afrique du Sud, sont maintenant victimes d'une incessante vague de crimes. Ils sont plus lourdement imposés que les autres et sont activement ostracisés au moyen de la discrimination positive. Face à cet assaut contre leur existence, dit Kemp, un petit groupe d'Afrikaners a été assez clairvoyant pour comprendre que seul un État afrikaner, un Volksstaat, offrait une solution équilibrée, raisonnable et concrète pour échapper à l'inévitable submersion. Le projet Orania est né des réflexions du professeur Karel Boshoff, qui à la fin du XXe siècle a refusé de se plier à l'alternative généralement offerte par les principaux responsables politiques afrikaners, à savoir la poursuite de l'apartheid ou l'exercice du pouvoir par la majorité noire. À la place, il a opté pour un troisième choix, jeter les bases d'un territoire afrikaner indépendant qui pourrait un jour donner naissance à un ethno-État. Pour réaliser son projet, le professeur Boshoff a acheté le petit village abandonné d'Orania, situé sur les rives du fleuve Orange, dans la province du Cap-Septentrional. Fondée par 2 douzaines de pionniers, la ville compte aujourd'hui près de 2000 habitants et continue de s'agrandir. En outre, plus de 10 000 personnes sont aussi membres ou sympathisants du mouvement Orania. En 2004, les autorités d'Orania ont lancé leur propre billet de banque, l'Ora, qui accourt dans les limites de la ville. Orania est officiellement constituée en municipalité locale et est reconnue comme telle par les autorités sud-africaines. En 2012, elle fut même une des seules municipalités du pays à avoir présenté des comptes financiers en équilibre. Le but d'Orania à terme est d'étendre son territoire bien au-delà des limites de la ville et d'offrir aux Afrikaners un foyer sur le sol africain. Il est évident que les circonstances dans lesquelles les Oraniens ont mené leur tâche jusqu'à présent sont différentes des nôtres, mais leurs efforts peuvent nous donner matière à réfléchir. Après tout, ils ont dû agir dans le cadre d'un État extrêmement hostile, avec relativement peu d'argent au départ, et s'attirant même le mépris et l'ironie de la droite traditionnelle afrikaner, qui leur témoignait autant d'hostilité que la gauche. Le sobre réalisme qui imprègne leur démarche fait ressortir au moins 3 enseignements, dit Arthur Kemp. 1. Peu importe nos revendications, le pouvoir réel ne procède que de la majorité. 2. Mieux vaut s'adapter à la réalité présente plutôt que d'entamer un conflit perdu d'avance. Et 3. L'autodétermination n'interviendra que par étapes, au fur et à mesure que la base démographique s'élargit. Cela veut dire qu'exiger l'indépendance, lorsque la majorité de la population locale n'est pas acquise à cette idée, est totalement irréaliste et relève de la rêverie et du fantasme. Le second exemple d'Arthur Kemp est celui d'Israël. Il s'agit en effet d'un cas qui mérite d'être étudié avec attention, car le sionisme après tout n'est rien d'autre qu'un ethno-nationalisme juif qui a réussi à créer son propre foyer national exclusivement juif. Son exemple historique est donc très intéressant, tant dans ses réussites que dans ses échecs. Même si les premières revendications en faveur d'un État juif étaient apparues plusieurs décennies auparavant, Theodor Herzl fut le premier à présenter un projet cohérent dans son ouvrage de 1896, Der Judenstaat, l'État juif ou l'État des Juifs, selon la traduction. Dès le début de son livre, Herzl doit répondre à l'hostilité que suscite l'idée ethno-nationaliste juive, en particulier chez ceux qui réclament l'abolition du nationalisme et de toute politique fondée sur l'identité. Voici comment Herzl anticipait déjà l'objection et y répondait. Au nombre des sentiments plus nobles, écrivait-il, il faut ranger l'objection qui avancera que la détresse des Juifs n'est pas la seule dans le monde. Je pense cependant qu'il vaut mieux commencer par faire disparaître un peu de misère,
même s'il ne s'agit pour l'heure que de la nôtre. On peut ajouter que l'on ne devrait pas introduire de nouvelles distinctions entre les hommes, que l'on devrait s'abstenir d'ériger de nouvelles frontières, mais plutôt de faire disparaître les anciennes. Je pense qu'il s'agit là d'aimables rêveries. L'idée de l'État-patrie fleurira encore alors que la poussière de leurs os sera dispersée. La fraternité universelle n'est même pas un beau rêve. De son propre aveu, un tel projet d'État juif ne se réalisera pas rapidement. Il sera progressif et durera des dizaines d'années, écrivait Herzl. Ce sont les plus pauvres qui partiront d'abord et qui défricheront le pays. Conformément à un plan établi d'avance, ils construiront des routes, des ponts, des lignes de chemin de fer, ils établiront des lignes télégraphiques, ils canaliseront les rivières et construiront leurs propres foyers. Les Juifs comprendront bientôt qu'il y a là un nouveau champ d'action pour leur esprit d'entreprise, si haï et méprisé jusque-là. Le livre de Theodor Herzl eut une grande importance, et ce dernier accomplit un certain nombre de choses pour le projet d'émigration sioniste. 1. Il a fourni une justification morale à la création d'un État juif, à la fois pour échapper à l'antisémitisme en Europe, disait-il, et pour réaliser l'exigence d'autodétermination pour son peuple. 2. Il a mis au point un programme réaliste, dont la concrétisation selon lui pourrait exiger des décennies. 3. Ce programme prévoyait la tenue de conférences afin de faire connaître ce projet au monde, afin de stimuler l'effort intellectuel des Juifs, de créer des agences et finalement lancer une vraie politique d'immigration avec ces nouvelles agences juives. C'est à Bâle, donc, un an plus tard, en 1897, que Herzl convoqua le premier congrès sioniste, marquant la naissance de l'organisation sioniste, qui prendra le nom de l'Organisation sioniste mondiale en 1960. 200 Juifs en provenance de 17 pays différents assistèrent à ce congrès, qui donna à la politique sioniste une formulation officielle connue sous le nom de Programme de Bâle, et qui dit la chose suivante, je cite le programme, « Le sionisme aspire à établir en Palestine pour le peuple juif un foyer garanti par le droit public. À cette fin, le Congrès envisage les moyens suivants. 1. L'encouragement de l'implantation en Palestine des travailleurs agricoles, ouvriers et artisans juifs. 2. L'unification et l'organisation de communautés juives dans des groupes généraux et locaux conformément aux lois de leurs pays respectifs. 3. Le renforcement de la conscience juive et de la conscience nationale. 4. La préparation d'actions afin d'obtenir l'accord des différents gouvernements nécessaires à l'accomplissement du but du sionisme. Il n'est pas question ici de passer en revue toute l'histoire du mouvement sioniste, bien sûr. Il s'agit simplement, dans la perspective de Kemp, de voir ce qu'il y a d'instructif pour nous dans cet exemple historique. Une fois que l'indépendance de l'État israélien fut proclamée en 1948, le pays connut une recrudescence de l'immigration juive, cette dernière étant encouragée par une loi ouvertement ethnique connue sous le nom de loi du retour, adoptée par le Parlement israélien en 1950. Cette loi accorde à tous ceux que l'on reconnaît comme juifs, c'est-à-dire toute personne née d'une mère juive, le droit à la résidence et à la citoyenneté. Il aura donc fallu exactement 52 ans pour que le projet sioniste se concrétise effectivement et pour donner au peuple juif un sanctuaire. Évidemment, cette aventure, comme chacun le sait, a eu un coût énorme et a entraîné des décennies déjà de conflits géopolitiques au Moyen-Orient. Une des leçons à tirer est donc, dit Arthur Kemp, qu'il est peut-être préférable, comme dans le cas d'Orania, de créer un État ethnique dans une zone qui n'est pas trop peuplée ou dans une région où cela n'entraînera pas le déplacement massif d'un autre groupe ethnique, en l'occurrence le groupe palestinien, qui pourrait se montrer hostile par la suite. Néanmoins, cette réserve mise à part, continue-t-il, l'expérience sioniste a tracé de façon très précise les étapes nécessaires à la création d'un ethno-État, à savoir 1. Concevoir le projet de façon claire, 2. Choisir le territoire cible, 3. Mettre sur pied une infrastructure permettant de soutenir le projet et de fournir une aide concrète sur le terrain aux nouveaux arrivants, 4. Faire en sorte que la démographie soit en notre faveur, 5. Officialiser l'immigration, 6. Chercher à être officiellement reconnu, et enfin 7. Être prêt à mener une entreprise s'étalant sur plusieurs décennies. Ainsi, dans un même esprit que celui de Karel Boshoff pour les Afrikaners d'Orania ou de Theodor Herzl pour le sionisme, Arthur Kemp propose donc lui aussi aux Européens de songer à une solution communautaire, dans le but d'assurer à terme pour leur peuple un sanctuaire. Naturellement, ce projet ne peut pas plaire à tout le monde, et ce pour une raison simple, c'est qu'il est bâti sur un aveu d'échec. C'est parce qu'il ne voit plus ou seulement très peu de chances de sauver politiquement nos propres pays qu'Arthur Kemp propose la solution communautaire. En tant que tel, tous ceux qui croient encore dans le combat politique se montrent généralement hostiles ou irrités par cette proposition, et c'est bien compréhensible. Pourtant, il me semble qu'il est tout à fait possible au contraire d'allier les deux.
Il faut que des Européens continuent d'investir le combat politique dans leurs pays respectifs afin de faire progresser nos idées d'une part, et d'autre part de pouvoir agir à une échelle plus forte si, par un heureux coup de la fortune, nous parvenons aux responsabilités. Mais il est capital également que les Européens s'organisent en communautés responsables et autonomes afin de ne plus dépendre uniquement de l'État, que cela se fasse sur leur propre territoire ou dans d'autres pays européens qui résistent encore à la subversion migratoire, à la fois pour répandre nos idées là-bas, mais aussi pour œuvrer petit à petit, comme dirait Kemp, à l'édification de sanctuaires préservés pour notre peuple là-bas. Au lieu d'opposer militantisme et communautarisme, il est temps de les faire travailler en bonne synergie. De même, reconnaît Arthur Kemp, l'étape la plus difficile dans ce projet n'est même pas de fonder cet État en lui-même, mais plutôt de susciter la volonté politique qui permettra de réaliser cet État. Sans cette volonté, ou plutôt sans ce mythe politique, comme dirait Georges Sorel, rien ne sera possible. Car c'était bien un mythe de ce type qui sut mobiliser les juifs sionistes qui criaient « l'an prochain à Jérusalem ». Comme l'écrivait Theodor Herzl dans son ouvrage, « La Palestine reste notre patrie historique inoubliable. Son seul nom constituerait pour notre peuple un cri de ralliement d'une extraordinaire puissance. Nous serons enfin des hommes libres sur notre terre et nous mourrons en paix dans notre patrie. » Le combat politique qu'est le nôtre doit donc comporter deux dimensions complémentaires et qui ne s'opposent pas pourvu qu'elles soient bien distinctes et comprises à des niveaux de réalité différents. La première dimension est le réalisme. Le réalisme doit prévaloir dans tous nos projets à long terme. Nous ne sommes certainement pas à la veille de 1789 et il ne faut pas rêver à la fondation d'un nouvel État respectant les principes de la civilisation européenne à l'issue d'une sécession violente ou d'un soulèvement populaire. Il faut prendre ou reprendre progressivement le contrôle d'un territoire et puis adopter un statut politique afin de nous défendre. De même, il faut s'adapter aux codes moraux de notre époque afin de présenter notre projet. Notre vocabulaire doit être dépourvu d'agressivité ou de violence inutile. Comme le dit Kemp à de maintes reprises, rappelez-vous toujours qu'exiger un foyer pour les Européens n'est rien d'autre qu'exiger un droit que l'on accorde à tous les autres peuples de la Terre. Et il faut insister sur le caractère normal et même raisonnable de nos exigences. Toutefois, si le réalisme de l'observation et de l'analyse doit primer avant toute chose, le mythe mobilisateur, lui, est à développer. Comme je le disais dans ma vidéo sur le sujet, le mythe n'est pas l'utopie. Ce n'est pas un projet idéal et abstrait qui remplace le réel. C'est une image mobilisatrice qui se présente à notre esprit et nous pousse à agir avant même l'énoncé ou la justification rationnelle. C'est à cet égard que notre discours doit aussi revêtir un caractère mythique quand nous parlons de la libération de notre continent. Cela doit devenir un but, une image évidente en elle-même, quelque chose qui nous prend aux tripes et sur lequel aucune argutie ne mise. Pour cela, il est fondamental de se baigner dans notre imaginaire européen, de développer notre amour pour la civilisation européenne. Car de même que l'amour véritable pour une personne s'accroît à mesure qu'on la connaît davantage, nous aimerons davantage notre civilisation, plus nous développerons notre goût et notre connaissance pour elle. Promouvoir le génie européen, quel qu'il soit, comme un élément de beauté et d'excellence qui ne doit pas disparaître de notre monde, est donc lui aussi un acte politique à ne pas sous-estimer. Il est donc important, pour conclure cette vidéo, de nous regrouper entre nous, entre personnes d'une même ascendance et d'une même civilisation, afin de faire face aux épreuves à venir, mais aussi afin de redécouvrir ensemble nos racines. Aussi, nous sommes au début de cette aventure et si mon projet de formation intellectuelle est encore individuel, je suis seul à le proposer et encore virtuel, j'espère qu'à terme, le projet Egonon, grâce à votre soutien et à votre participation, pourra s'accroître et que nous pourrons nous aussi former une communauté à part entière centrée sur la formation intellectuelle. Nous verrons comment tout cela évolue dans les mois, années à venir. Et enfin, sinon, pour conclure cette vidéo, j'aimerais la terminer sur quelques petits conseils de lecture afin d'approfondir cette question du communautarisme, si cela vous intéresse. Bien entendu, je vous invite à lire le livre d'Arthur Kemp lui-même. Le livre est publié aux éditions Acribéa, donc si cela vous intéresse, je mettrai un lien en description de la vidéo pour vous le procurer. Mais Arthur Kemp n'est pas le seul auteur à s'être penché sur la question du communautarisme. C'est pourquoi je vous recommande également le livre du professeur David Engels, Que faire ? David Engels, on a d'ailleurs un peu parlé dans l'entretien que nous avons réalisé lui et moi sur ma chaîne YouTube. Alors le livre de David Engels est moins directement centré sur la question ethnique que celui d'Arthur Kemp, mais il recèle énormément de conseils pratiques afin de cultiver, de défendre l'esprit européen. Et donc en cela, je trouve que c'est un livre assez intéressant que je vous recommande, un peu comme une lecture complémentaire.
Sinon, un autre ouvrage que j'aimerais mentionner à votre attention, et qui est à mon avis assez peu connu dans le public francophone, c'est le livre de Rod Dreher, Le Paris bénédictin. Alors Rod Dreher est un journaliste et un écrivain américain catholique. Enfin, il était catholique quand il a écrit ce livre, je crois qu'à présent il s'est converti à l'orthodoxie, mais peu importe. Il s'agit d'un livre moins directement politique que ceux d'Arthur Kemp et de David Engels, tout à fait chrétien et catholique, mais que vous soyez chrétien ou non, je pense que le livre offre quand même certaines pistes de réflexion qui sont intéressantes. Donc le livre s'intitule Le Paris bénédictin, et en effet, Rod Dreher compare la situation actuelle à celle de la chute de l'Empire romain, quand les moines bénédictins ont tenté de transmettre, de conserver la culture classique romaine en recopiant comme ça des manuscrits anciens dans leur monastère. Et donc l'idée de Rod Dreher, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui doivent en fait s'inspirer de l'attitude des bénédictins de la fin de l'Antiquité, afin de faire préserver, de faire perdurer la culture classique dans leur communauté pendant que les barbares modernes déferlent sur notre monde. Donc voilà, il y a certaines réflexions qui sont quand même assez intéressantes. Et sinon, l'un d'entre vous m'a également parlé d'un livre que je n'ai pas encore lu, mais que je mentionne à votre attention, au cas où ça vous intéresse. C'est un livre récent de Yann Valéry, qui s'appelle Sécession, qui m'a l'air plus pamphlétaire tant dans le fond que dans le style. Et enfin, je ne peux pas terminer cette vidéo sur le communautarisme européen sans mentionner brièvement un mouvement communautaire directement inspiré du livre d'Arthur Kemp, à savoir Les Braves, le mouvement communautaire initié par Daniel Conversano, dont le but est clairement de former des communautés et un réseau d'entraide entre Européens. Ce mouvement francophone n'est pas réservé à la France, d'ailleurs, bien au contraire, il a même ouvert certaines sections en Hongrie, en Roumanie ou encore en Pologne par exemple. Donc si cela vous intéresse, je vous mettrai un lien vers leur site internet en description de la vidéo, si vous voulez en apprendre davantage sur ce mouvement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, même si le sujet est un peu différent des sujets habituels, et je vous dis à très bientôt.